J'ai eu une voiture bélier qui a traversé l'ensemble de mon parc. J'avais déjà été cambriolé 4 fois. Hein. Tu étais fils d'ouvrier, aujourd'hui tu gères 15 salariés. Moi j'ai une vision à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, je sais exactement où je vais aller. T'es à 2 doigts d'arrêter, c'est pas possible, trop d'injustice. J'ai reçu un mail me disant saisie sur mes comptes et le montant qui était saisi était 10 fois plus important que le montant que je devais. Tu as su te relever aussi dans des moments qui étaient quand même compliqués. C'est la vie de ton entreprise qui est en jeu. Je voulais accepter ta condamnation. Je voulais... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. On a le plaisir de recevoir dans cet épisode Nicolas Fouché. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas. Bonjour Henri. Comment va ? Je vais super bien, je suis très content d'être ici parmi vous et merci pour votre accueil. Bienvenue au sein de notre cabinet, on est très heureux de te recevoir. L'objectif de ce podcast, c'est de montrer à quel point le juridique peut avoir son importance et à quel moment, toi, de ton côté, de par ton expérience, tu as connu ce réveil et tu as pu mesurer l'importance de la matière juridique dans ton activité. D'ailleurs, dans réveil, il y a du rêve et il y a de l'éveil. Et j'ai l'impression que ça te matérialise bien parce que tu as créé des parcs de jeux, tu es un entrepreneur, tu vas nous en dire un peu plus, mais dans l'activité de loisirs, de parcs de jeux, notamment pour enfants. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose autour du rêve chez Kidoom et Active Jump. Tu es du coup un serial entrepreneur puisque tu es parti de zéro et aujourd'hui, tu as une quinzaine de salariés dans tes parcs. Et surtout, ce que tu as fait, c'est apporter beaucoup de rentabilité, je pense revoir un peu les métiers du loisir traditionnels. Et aujourd'hui, tu accompagnes même, tu coaches d'autres dirigeants de parcs de loisirs pour les aider à gagner en productivité. Donc voilà, est-ce qu'il y a du rêve et il y a de l'éveil un peu dans tout ça ? Ouais, alors tu touches vraiment, c'est très juste, c'est pertinent ce que tu dis. J'ai pour habitude de dire à mes collaborateurs qu'on est créateurs de souvenirs. Donc on est là pour apporter de la joie et de la bonne humeur aux familles. C'est vraiment une mission, c'est quelque chose qui nous motive. Et ça fait maintenant que 15 ans que j'ai la chance et le plaisir de pouvoir faire ce métier. Alors aujourd'hui, on fait le plus beau métier du monde parce que quand même, permettre aux familles de pouvoir partager des moments de bonheur, c'est quand même extraordinaire. Et effectivement, avec ces 15 ans d'expérience, aujourd'hui, j'accompagne d'autres parcs dans le loisir à pouvoir vivre de leur activité sereinement. C'est-à-dire que je suis là pour leur permettre de revoir l'ensemble de l'activité, les process, leur permettre de reprendre du plaisir à vivre avec leur activité et à dégager du temps aussi pour eux, à ne pas s'oublier et à retrouver un juste équilibre entre vie perso et vie professionnelle en ayant une entreprise rentable. Ouais, parce que nous, on s'est rencontrés d'ailleurs dans un mastermind, hein, c'est un regroupement d'entrepreneurs. Et je sais que avec ta femme, vous avez construit un business et vous êtes partis, je dirais, de loin. Et vous vous êtes pris des murs, vous vous êtes pris... Il y a un certain nombre d'expériences dont on va parler, voilà, parce que c'est vrai que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est aussi jonché d'épreuves qu'il faut traverser, parfois bien difficilement. On en a discuté déjà et tu m'en as dit beaucoup et c'est vrai que cette expérience-là, elle a tout son intérêt pour ceux qui nous écoutent. J'aimerais d'abord que tu nous racontes finalement le passage où tu étais salarié et cette envie d'entreprendre qui est venue et où tu t'es dit j'ai envie de créer une entreprise et comment tu t'y es pris finalement avec quels ont été tes réflexes à ce moment-là de te dire je vais lancer mon entreprise. Tes réflexes et pourquoi tu as eu cette envie tout d'un coup ? Je suis fils d'ouvrier. Mes parents se levaient très tôt le matin, à 5 heures du matin. Ils travaillaient dans les maisons de champagne. C'était ma grand-mère qui venait nous réveiller, tu vois, le matin et qui nous emmenait à l'école. Ils m'ont appris beaucoup de choses et je suis vraiment reconnaissant, dont travailler dur, travailler très dur. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est dans mon ADN, je sais le faire. Mais ils prenaient pas vraiment le temps, tu vois, de profiter, de partir en vacances, de faire des choses là. C'était des choses qui, pour eux, n'étaient pas dans leurs objectifs à cette époque-là. Et en fait, j'ai voulu, quand j'ai commencé à être papa, parce que quand j'ai voulu créer mon entreprise, j'avais mon premier fils qui avait 2 ans. J'ai voulu créer justement ces moments-là et du temps avec mes enfants.
Et comme j'étais responsable commercial à cette époque, je faisais beaucoup de kilomètres. Grosso modo, je faisais 70 000 kilomètres par an. J'étais donc en déplacement du lundi au vendredi. Je rentrais, je voyais mes enfants que le week-end. Et je me suis dit: «Non, mais je veux faire plus, je veux passer du temps avec mes enfants et je veux aussi apporter cette notion de joie et de bonheur aux autres». Et c'est là qu'est venue l'idée de créer des parcs de jeux, au départ, pour enfants. Superbe. Et est-ce que ça a été une démarche, simple pour toi? Est-ce que ça a été enfin, en tout cas, est-ce que le passage, il a fallu constituer une société? Est-ce que ça a été, est-ce que le juridique, la matière juridique a été un frein ou une appréhension que tu as eue? Ou non, tu as pris les choses à bras-le-corps et tu as abordé ça, avec sérénité? Alors, je dirais avec, mon manque d'expérience dans ma création de ma première entreprise, le juridique n'était pas du tout un élément qui me semblait, important. Je suis quelqu'un qui passe à l'action, donc en fait, si tu veux, grosso modo, du jour au lendemain, j'ai dit à ma femme: «Écoute, j'ai 35 ans, je pense que c'est le bon moment. J'ai au fond de moi le sentiment que je peux faire plus et je peux apporter plus que ce que je fais aujourd'hui et on va se lancer dans les parcs de jeux». Voilà. Et le côté juridique, je ne l'ai pas du tout analysé à cette époque-là, ce qui est une très grosse erreur, hein. Tu t'en rends compte des années après. Voilà. Mais à cette époque-là, moi, ce que je voulais, c'est juste ouvrir un parc de loisirs. Et donc on ouvre comment? Tu es rentré, dans une franchise? Tu as acheté un terrain? Comment tu as fait en pratique? Alors sur ce premier projet-là, effectivement, je suis rentré avec une franchise, tout simplement parce que moi, je venais du milieu informatique, j'avais pas d'expérience dans le loisir et je me suis dit: «Il est quand même plus judicieux de se faire accompagner». Donc j'ai démarré par une franchise, que j'ai quittée au bout de 5-6 ans parce que je me suis aperçu que j'apportais plus que la franchise. Mais au début, ouais, j'ai démarré par une franchise, j'ai trouvé des lieux, des locaux. Si on fait vraiment un bref, retour historique, j'avais trouvé un 1er emplacement, c'était un appel d'offres et j'ai terminé 2e. Donc j'ai pas eu la première place, donc j'ai dû trouver une autre ville, où là, j'ai été accueilli avec, de très bonnes conditions et 2 ans après, la première ville où je voulais m'implanter m'ont rappelé en me disant: «Bah, finalement, si ça vous intéresse, bah, la personne ne fait pas le projet, donc vous pouvez le prendre». Donc ce qui fait qu'au bout de 2 ans, j'ai créé une 2e entreprise, qui n'était pas du tout prévue au départ, hein. Mais les banques m'ont suivi. J'étais, ultra motivé et donc bah, j'ai créé 2 entreprises Et en 2 ans. et tes parcs aujourd'hui sont situés à quel endroit? Donc les parcs aujourd'hui sont situés donc dans la Marne, à Châlons-en-Champagne et dans le 02 à Saint-Quentin. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller, dans ces parcs, apporter un peu de rêve. Apporter Avec quoi à vos plaisir. enfants là, justement? Bah, apporter des sourires, apporter des souvenirs, mémorables. Tu vois, quand on fait des anniversaires et que, on revoit les enfants repartir avec des paillettes plein les yeux, les parents se dire: «Waouh, il vient de me dire qu'il a passé le meilleur moment de sa vie». Ah bah, nous on se dit: «Good job, c'est top, on a vraiment fait notre travail, quoi. Ah bah, Super, top». clairement, c'est finalement hyper satisfaisant. Alors, j'ai l'impression moi que, bah, tu es parti en fait et tu as beaucoup appris comme beaucoup d'entrepreneurs, sur le tas quelque part. Tu t'es éveillé à l'entrepreneuriat et tu pourras peut-être nous expliquer, bah, quel cheminement peut-être en développement entrepreneurial et personnel peut-être tu as fait. Et également, puisque c'est aussi notre enjeu dans le podcast de Réveil Juridique, c'est que tu disais tout à l'heure, moi j'ai commencé, j'accordais pas du tout d'attention au juridique. Mais alors à quel moment, Tu as pris la mesure et de exactement, l'importance de cette matière. à quel moment le juridique a été, ben, un réveil justement pour toi? À quel moment, il y a eu un déclic et à quel moment, bah, je me suis, mis dans le développement et je me suis dit: «Bah, OK, là, il y a des choses à changer dans ma vie de chef d'entreprise. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est vraiment, ce que je suis censé faire?» Bah, c'est au moment où j'ai eu un gros problème juridique. C'est, notamment, quand j'ai eu une voiture bélier qui a traversé l'ensemble de mon parc. Donc là, on est en 2019. On est dans la nuit du 22 au 23 décembre. Voilà, donc tu vois, on est à Noël, on est sur une grosse période en termes d'activité, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'arbres de Noël, les entreprises qui viennent chez nous, tu peux avoir 250 enfants qui viennent faire Noël chez moi avec le Père Noël, les cadeaux et tout. Et dans la nuit du 22 au 23, on se fait cambrioler, voiture bélier qui défonce la porte arrière, qui traverse l'ensemble du parc, qui me défonce des jeux, des écrans et cetera et qui vient s'encastrer totalement dans ma cuisine et qui me défonce tous mes murs, mon TGBT, j'ai plus d'SD, j'ai plus rien. Donc là, ça a été un élément qui a vraiment été, déclencheur chez moi. Le lendemain, j'ai ma manager qui m'appelle en me disant: «On a été cambriolés».
Donc j'avais déjà été cambriolé 4 fois, hein, donc je me dis: «Bon, fois de plus, je connais la procédure, déclaration, on va aller voir la police». Bon bref, rien de spécial, mettre un vigile le lendemain et tout. Et là, elle me dit: «Non mais là, c'est quand même différent, ils ont fait un trou dans le mur de la cuisine». Moi je dis: «Bah, je comprends pas». Et je dis: «Pourquoi un trou? C'est quoi cette idée? Enfin, pourquoi ils ont fait un trou les mecs dans la cuisine? Mmh. Ils sont fumés ou quoi?» Et elle m'envoie la photo et en fait, c'est pas un trou, je pourrais te montrer en fait. Tu as un trou mais de 5/5 parce que tu as un 4x4 qui a traversé la cuisine. Et là, je me dis: «Mais c'est quoi ce cirque, quoi?» Donc là, bah, j'arrive dans l'entreprise et là, ça a été un gros bouleversement pour moi, parce que, bah, on a été obligé de fermer l'entreprise. Les assurances, j'avais une prise en charge de la perte d'exploitation. Donc clairement, ça veut dire: «Bah, ton entreprise est fermée, mais c'est pas grave, on va regarder le chiffre d'affaires que tu es censé faire et puis on va compenser le chiffre d'affaires». Donc je dis: «Bon, OK, OK, c'est pas waouh, mais ça va le faire». La résilience. Voilà. Donc je m'en vais en Angleterre parce qu'on faisait une surprise pour mon fils et là finalement j'arrive en Angleterre et je reçois un mail qui me dit: «Bah, finalement, faites vite les travaux parce qu'il va pas y avoir de prise en charge, d'exploitation, parce que, page 31, alinéa, 2, il y a un petit astérix et sur le petit astérix, c'est marqué que, bah, quand c'est un 4x4 qui défonce ton parc, et que, tu te fais voler, certains éléments, c'est pas pris en charge. Donc faites vite les travaux». Donc là, je suis en Angleterre. D'Angleterre, je cherche un électricien, un plaquiste, un plombier, tous les corps de métier pour, faire tout ça. Donc là, tu es pas en train de partager des moments avec ta famille, hein. Autant te dire que, bah, tu es pas du tout dans l'ambiance de Noël, tu es pas du tout en Angleterre. Londres t'oublie. Je trouve tous les corps de métier, mais les corps de métier qui sont dispo à cette date-là, bah, tu négocies pas trop les prix, hein. On te dit: «Bah, c'est tant» et tu dis: «Bah, ouais, OK». Et on a réussi donc j'ai réussi à faire les travaux tout en étant en Angleterre pendant plusieurs jours. En 7 jours, je refais les travaux et on rouvre le parc. Donc on perd une partie du chiffre, mais pas la totalité du chiffre. Donc on va dire je sauve un peu les meubles. Mais là, j'ai toujours espoir en fait de pouvoir en fait, quand même récupérer, l'argent bah, que j'ai pas eu. Donc j'ai un rendez-vous, je sais pas, une quinzaine de jours après avec, l'expert de l'assurance. Mon assureur, sur ce dossier-là, ne fait même pas le déplacement. Il vient pas, en fait, il est dans le sud à cette époque-là, j'ai mon assureur, donc j'ai changé d'assureur entre-temps, hein, bien sûr. Ne fait pas le déplacement, je suis avec l'expert tout seul et l'expert me confirme qu'il y aura pas de prise en charge d'exploitation. Là, ça a été un moment très dur pour moi, psychologiquement, parce que je ne comprenais pas pourquoi, il m'arrivait des malheurs aussi importants et je le vivais comme une injustice. Je comprenais pas, alors que j'étais en train de bosser comme un fou, pourquoi finalement, ce que je demandais me paraissait tellement légitime. Je voulais juste avoir le chiffre d'affaires que j'avais fait et c'était pas de gagner au loto, c'est de dire: «OK, je fais tant, je veux tant». Pourquoi finalement on n'accédait pas à ma demande? Et psychologiquement, je suis descendu à un niveau où je pensais pas descendre. Et où, j'étais à 2 doigts d'arrêter en me disant: «Mais j'en ai marre, je laisse tomber, j'en peux plus, c'est quoi cette vie?» En fait, on part avec, la volonté de créer de la joie et de la bonne humeur aux familles et finalement, elle est où ma joie et ma bonne humeur à moi? Parce que je suis dans un moment de stress, de charge mentale énorme, d'injustice totale pour moi et je voyais pas la fin. Et donc, comment tu t'es sorti de cette situation? Et on en avait discuté déjà de cette situation et c'est vrai que à ce moment-là, bon, il faut du ressort. Il faut aussi des personnes qui sont à tes côtés, qui te soutiennent et qui, te donnent, je pense à Peggy, ton épouse, qui est là et qui a joué un rôle fondamental dans cette sortie de situation, compliquée et cetera. Mais il y a aussi, tu te dis avec le recul, Heu, i sur le plan juridique, on m'a donné des réponses, on m'a dit que je n'y avais pas le droit, alors que potentiellement, j'avais vraiment de quoi réclamer et je pouvais peut-être mieux me défendre si j'avais eu un conseil, si j'avais eu, une, moyen en tout cas d'avoir le réflexe, d'avoir voilà, des réponses à certaines questions, notamment sur la lecture des conditions, de la police d'assurance, qu'on t'opposait. Et puis aussi une manière de répliquer face à un expert d'assurance qui, lui, est en faveur de la compagnie d'assurance et il y avait peut-être là la solution, on en a parlé tous les 2, d'un expert d'assuré qui est plutôt, lui, du côté de celui qui est assuré et pas du côté de la compagnie d'assurance et qui peut faire le travail quelque part de te défendre face à la compagnie d'assurance. Ouais.
C'est très juste. Alors tu sais, je pense que j'ai fait l'erreur que font beaucoup de chefs d'entreprise qui est, on se débrouille tout seul. Tu vois? On est un chef d'entreprise, on est dur, on va trouver la La solution, solitude du chef d'entreprise, comme disait, voilà. Lorenzo dans un autre podcast que je C'est vous invite à regarder d'ailleurs. c'est exactement ça. Alors je sais pas, c'est une fierté ou autre, je ne sais pas, cachée derrière soi, mais on se dit: «Bon, je vais gérer tout seul» et jamais ça m'est venu à l'idée de me dire et j'avais pas de toute façon à cette époque-là le réseau. J'avais pas le réseau au niveau d'avocat, j'avais pas le réseau dans les assureurs, j'avais pas tout ce réseau-là où je me suis dit: «OK, là, ça dépasse mes compétences, il faut que j'aille chercher de l'aide. Quelqu'un de compétent qui a déjà vécu ce type de situation-là, qui pourra m'aider, m'accompagner et qui pourra justement me dire: "OK, bah, là effectivement, tu as tort et puis, bah, tant pis pour toi" ou alors non, là, tu peux le faire différemment et voilà ce que tu pourrais faire comme avoir comme solution» et là, je ne l'avais pas à cette époque-là, cette Donc réponse. en fait, s'il y avait un point ou un enseignement à donner, c'est quelque part, quand on traverse une situation terrible, parce que c'est vraiment c'est un enfer à ce moment-là. Tu te dis, tu es à deux doigts d'arrêter, tu te dis, c'est pas possible, trop d'injustice, et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut trouver le ressort de se dire, je ne suis pas en mesure, moi, d'y arriver, j'ai besoin d'aide. Et cette aide-là, elle peut permettre justement de trouver des solutions, de pouvoir t'aider en tout cas, à l'emporter vis-à-vis de la compagnie d'assurance, à bien négocier. Et s'il y a lieu de faire une procédure, eh ben, faut pas hésiter parce que c'est la vie de ton entreprise qui est en jeu. Et c'est vrai que, c'est pas forcément aisé d'avoir le réflexe au moment, mais je crois que si tu avais un message à faire passer, ça serait celui-là. C'est en tout cas de ne pas rester seul face à une difficulté extrême. Oui. L'importance de l'entourage, vraiment avoir un réseau autour de soi, donc un réseau, juridique, un réseau financier, un réseau de d'autres chefs d'entreprise, en fait, c'est vraiment hyper important de s'entourer autour de soi. Moi, j'appelle ça la dream team, donc ça peut être la dream team juridique, la dream team financière. Moi, maintenant, j'ai plusieurs dream team, parce que, justement, quand tu as un challenge de ce type-là, eh beh, tu dis: «OK, les mecs, j'ai cette problématique-là. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions que vous pouvez envisager?» J'ai un peu l'impression, tu vois, comme quoi la vie est pas faite au hasard. J'ai un peu l'impression que cette dream team aujourd'hui que tu as autour de toi, c'est un peu celle que tu veux offrir à l'ancien Nicolas dans ta nouvelle activité justement où tu vas accompagner les autres parcs de loisirs, des gens qui sont peut-être dans ta situation d'il y a 5 ans, et que tu vas pouvoir accompagner parce que justement eux sont un peu seuls et exactement comme toi tu l'as été, à trouver des solutions plus rapides, et c'est ça en fait que tu veux faire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis passé par toutes ces phases-là et ce que je veux, c'est que, pouvoir aider les autres chefs d'entreprise à, ne pas subir tout ce que j'ai subi en disant: «Il y a d'autres solutions, on peut faire différemment et je veux vraiment t'aider, t'accompagner sur ça». C'est vraiment là ce qui me motive. Et comment là, quand tu étais au fond du fond, tu as rebondi, est-ce que du coup, c'est quelles ressources tu as activées pour rebondir, en fait? Donc là Parce que tu avais peut-être pas le choix, tout simplement? non, il y a eu 2 choses, la 1re chose, c'est que, je me suis dit: «Nicolas, dans ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu dois changer?» et donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Mmh. Donc là, j'ai commencé à faire un gros travail là-dessus, développement personnel, séminaire, mindset, m'entourer d'autres chefs d'entreprise, échanger, discuter. Le deuxième élément, c'est que justement en m'ouvrant de cette façon-là, parce qu'en fait, c'est s'ouvrir en fait, hein, s'ouvrir Mmh. aux autres. En m'ouvrant aux autres, ça m'a permis, on fait partie d'un syndicat de loisirs en France qui s'appelle le Space, m'a donné des éléments et des contacts justement au niveau assurance et j'ai une personne qui m'a accompagné sur ce projet-là en me disant: «Beh, alors c'était pas un juriste, on n'a pas réussi à avoir ce que, je pense qu'on aurait pu avoir si on était allé voir un vrai juriste, mais il m'a permis de quand même récupérer une partie de l'argent». Ce qui fait qu'entre, je me suis dit: «OK, j'ai pas la totalité, mais je me sens pas, comme j'étais avant en me disant: "Mais Mmh. vraiment, c'est trop, trop injuste"». Comme je commence à changer mon mindset, quand je commence à me dire: «OK, comment tu pourrais faire différemment? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ton entreprise, finalement, ne fonctionne pas bien et que tu pourrais faire différemment?» Là, ça m'a ouvert le champ des possibles. C'est là que j'ai commencé à m'inscrire à des masterminds, c'est là que j'ai rencontré de chefs d'entreprise. Ce que je retiens, c'est la puissance de l'accompagnement, la puissance d'être entouré, de sortir de sa solitude
Est-ce que tu as eu d'autres problématiques, juridiques importantes dans ton activité? Ouais. Ouais, j'ai eu 11 sinistres, donc oui, on va juste parler que de je vais dire les 2 plus importants. Donc un 4x4 qui défonce tout un parc de jeux, c'est quand même voilà, un 22 décembre. Et j'ai eu une autre problématique, c'est que, au bout de 10 ans, j'ai voulu transférer mon activité, enfin 9 ans que j'avais sur un des sites, parce que j'avais l'opportunité de pouvoir doubler la surface, je pouvais passer en multi-activité comme je le disais tout à l'heure. Et donc bah, j'ai dû quitter l'ancien local pour prendre un nouveau. Et là, là où je vois que j'avais pas été quand j'ai ouvert, justement au début, hein, il y a 10 ans, bah, j'ai juste ouvert et puis le bail, bah, j'ai lu le bail, j'ai signé le bail, voilà. Et puis, bah, j'ai pas fait appel à un juriste, j'ai pas fait appel à un huissier, j'ai pas fait un constat et cetera. Et au moment où tu t'en vas au moment où tu t'en vas, bah, la personne en face de toi, le bailleur qui lui a beaucoup plus d'expérience que toi, hein, qui est un vieux loup, te dit: «Bah, c'est bien mon petit bonhomme, mais maintenant, bah, va falloir remettre de la peinture là, va falloir rechanger ça, va falloir faire ça et puis, bah, ça va te coûter une grosse somme d'argent». Et tu dis: «Bah, non, c'est moi j'ai fait que embellir le local puisqu'à la base je prenais un local industriel que j'ai transformé en local commercial». Donc pour moi, je lui ai juste apporté de la valeur à ce local-là. Et beh, finalement, en fait, j'ai perdu parce que, j'ai pas été bien accompagné sur ce dossier-là. Au niveau juridique, j'avais pas les bons avocats et un dossier qui logiquement devait être gagné a été perdu. Donc là, c'est l'expérience, ça m'a coûté très cher et tu vois, j'en ai parlé avec mes enfants parce que je lui dis: «Tu vois, là, je viens de perdre, ça m'a coûté tant». Il me regarde, il me dit: «Ah oui, quand même?» Je dis: «Eh bah, là, c'est le prix de l'expérience». Donc là, ça fait très mal. Crois-moi que je m'en souviendrai toute ma vie, mais je tiens à te transmettre ça parce que là, tu vois, au niveau juridique, si j'avais été bien accompagné, ça serait passé totalement différent. L'homme ou la femme sage apprend des erreurs des autres. Donc, si vous écoutez ce podcast, sachez être très vigilant lorsque vous signez un contrat de bail pour votre entreprise, des beaux commerciaux. Regardez les petites Une lettres. chose importante, c'est le constat d'entrée, en tout cas l'état des lieux d'entrée. C'est important pour que vous puissiez avoir une belle référence sur l'état des lieux tel qu'il était au moment de voilà, de l'entrée dans les lieux. L'état des lieux de sortie aussi, bien sûr. Mais, et puis les petites clauses qu'on insère dans un bail qui parfois peuvent être assassines. Il faut bien tout lire, même les clauses qui semblent moins importantes ou parfois se glissent des clauses qui n'ont pas à y être et donc il faut être très vigilant dans la lecture, d'un bail. Certains bailleurs sont, voilà, sont assez malins, et il faut pas hésiter à négocier, des les clauses, qui sont abusives, en tout cas qui ne sont pas acceptables, quitte à ne pas prendre le local. Et, Ou et très clairement, vous êtes dans un bien meilleur pouvoir de négociation au moment d'entrer dans un local ah qu'une bah, bien fois que vous avez sûr. signé, évidemment, et qu'une fois que vous en sortez. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que ça se joue. Et malheureusement, vous n'êtes pas toujours, finalement, sensibilisé à cette problématique. Et il y a un autre point, moi, qui m'intéresse sur ton histoire, c'est que tu dis avoir pas bien été accompagné sur le plan juridique. Tu penses que ça aurait pu être différent si tu nous avais rencontrés, c'est grosso modo ce Ouais, que tu dis au travers bien des sûr. lignes. En fait, j'ai reçu un mail me disant, «Bonjour, monsieur, saisi sur, mes comptes» et le montant qui était saisi était 10 fois plus important que le montant que je devais. Donc quand tu vois 1 fois 10, tu te dis: «Bah, waouh, il reste plus rien là, c'est quoi Et ça?» pourtant tu étais pas de mauvaise foi, enfin Ah tu non, du tu tout. voulais accepter ta condamnation. Je voulais, Tu avais plus le choix. Non mais tu le savais que tu avais plus le je choix. savais que j'avais plus le choix, voilà. Mais bon, j'aurais voulu que ça se passe différemment. Après, donc là, ça a été, oui, oui, un élément où je me dis: «Mais mince», du jour au lendemain, en fait, finalement, on peut te dire: «Bah, monsieur, vous avez plus l'argent sur votre compte». Je dis: «Bah, c'est quand même mon argent, c'est mon compte, je comprends pas». Mais oui, effectivement, du jour au lendemain, on peut te dire: «Monsieur, tout l'argent est bloqué». Donc tu te dis: «Bah, comment je vais payer les collaborateurs? Comment je vais payer les fournisseurs? Je j'ai pas envie d'être, interdit Banque de France». Enfin, tu vois, tu te dis: «C'est quoi tout ce cercle-là, quoi?» Donc oui, effectivement, je t'ai appelé et merci beaucoup parce que, tu m'as refait descendre au niveau du stress. Effectivement, bah, j'ai à payer et j'ai perdu, je paye, hein, j'ai pas le choix. Par contre, oui, tu m'as bien accompagné pour que, bah, l'argent qui était bloqué soit débloqué et que ce qui reste bloqué soit uniquement le montant que je devais et pas, 10 fois le montant que je devais, quoi. Merci Nicolas, en tout cas, c'est très intéressant
C'est quoi aujourd'hui tes défis, tes enjeux? Je crois savoir aussi que tu es propriétaire d'épargne. Donc en fait, aujourd'hui, tu es passé de zéro à un patrimoine, constitué, à des actifs aussi qui sont constitués dans ton entreprise. Est-ce que tu penses, par exemple, que cette en que tes entreprises, tes parcs peuvent se revendre? C'est des choses qui, font partie des perspectives que tu peux avoir? Alors c'est pas du tout des perspectives sur du court ou moyen terme. Sur du long terme, oui, je dirais au bout d'un moment, on veut céder son entreprise, donc oui, ça Non, mais peut. parce que ça, parmi les personnes qui nous regardent, toi, tu as ce mindset aujourd'hui d'entrepreneur, mais beaucoup de gens font des choses sans avoir finalement cette vision qu'à un moment donné, ils peuvent revendre. Est-ce que toi, du coup, tu construis et tu bâtis aussi Avec en, cette vision-là, Ouais. malgré tout. Ouais, ouais, alors j'ai clairement une vision, enfin moi j'ai une vision à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, je sais exactement où je vais aller, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai beaucoup avancé en tant que chef d'entreprise, donc oui, effectivement, je sais ce que je veux, je sais quand est-ce que je vais revendre l'entreprise, je structure l'entreprise en faisant des holdings, en faisant voilà, je suis en train de mettre en place j'ai mis en place des choses justement, parce que à chaque étape de vie de l'entreprise, bah, il faut, bien être préparé, il faut voilà, c'est pas, d'un seul coup tu te dis: «Oh bah tiens, je vais peut-être vendre l'entreprise». Bah non, est-ce que ah, bien sûr. comment est l'entreprise? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce que, il y a des process? Est-ce qu'elle peut tourner sans toi? Est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise, c'est un vrai business où elle ne dépend que de toi? Et là, dans ce cas-là, bah, ça va pas être la même chose à vendre. Donc là, je depuis des années, moi, je mets en place, mon objectif numéro un, c'est que mes entreprises tournent sans que je sois là. Donc avec des process, avec des collaborateurs, vraiment c'est très Et tu y structuré. arrives? Ouais, j'y arrive, hein. Donc ça a mis du temps, hein, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. L'importance des collaborateurs, dont on parlait tout à l'heure, hein. Si tu as des excellents collaborateurs, bah, tu peux. Aujourd'hui, moi, les équipes que j'ai, me permettent de dégager du temps pour travailler sur la stratégie, pour travailler sur la vision à 1 an, à 5 ans, sur la vision à 10 ans. On est sur des projets d'extension, on est sur des projets où on va changer de nom. Tu as complètement finalement endossé la posture, que doit être le chef d'entreprise aujourd'hui, en fait. Tu es passé du gars qui devait tout gérer, qu'en pouvait plus, à justement la posture du chef d'entreprise qui réfléchit à la stratégie, qui est plus dans son business, mais sur son business. C'est totalement ça et aujourd'hui, je suis passé du gars qui passait sa journée à faire des cafés, à ouvrir les portes, à s'occuper des anniversaires et cetera, au chef d'entreprise leader, où je souhaite inspirer mes collaborateurs et où, je veux, passer du temps sur, ma zone de génie et ma zone de génie, c'est pas faire un café et ça a rien de dénigrant, hein, mais c'est pas là où je vais pouvoir vraiment faire croître mon entreprise et je vais pouvoir accompagner mes collaborateurs. Donc oui, oui, aujourd'hui, je me sens comme un vrai chef d'entreprise, ce qui était pas du tout le cas il y a 10 ans, en fait, hein. N'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez. Moi, je trouve que le parcours de Nicolas est franchement extraordinaire puisque, tu es parti de rien. Tu étais, fils d'ouvrier. Aujourd'hui, tu gères 15 salariés. Tu es, bah, Et et courageux, méritant et j'ai l'impression que c'est pas et c'est terminé. pas terminé en J'ai plus. l'impression qu'il y a beaucoup de beaux projets qui se profilent. Non seulement ce projet d'accompagnement, des personnes qui, comme toi, se sont lancées dans l'aventure des parcs de loisirs, mais également, toi, de ton côté, tes parcs vont connaître, une évolution assez importante, un doublement de surface, si j'ai bien compris, pour avoir des activités qui soient à la fois pour adultes et pour enfants. C'est une belle aventure qui se profile là aussi. Alors moi, j'ai l'impression que, il y a pas mal de choses, chez toi aussi, qui se sont jouées en termes de mindset. Tu parles du fait que tu as travaillé sur toi-même, ton développement personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et est-ce que selon toi, en fait, pour réussir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, il est indispensable de travailler, de se développer sur le plan personnel, de travailler son mindset? Oui, je pense que c'est essentiel. Il c'est une condition c'est vraiment une condition, pour finalement, atteindre le niveau qu'on veut en tant que chef d'entreprise. On ne naît pas chef d'entreprise.
On dit: «Tiens, je vais créer une entreprise. Ah, ça va être sympa, je vais apporter de la joie et de la bonne humeur. Oh, c'est cool!» Ouais, bon ça tu le fais et au début, bah, tu te dis: «Waouh!» entre ce que je pensais qui allait se passer et la réalité, bah, tu te prends des claques et bloum, bloum, bloum. Au bout d'un moment, tu te dis: «Mais, ouf, c'est quoi ce cirque, quoi?» Et bah, si tu pas et c'est pas uniquement, savoir, lire un bilan parce que ça, je le savais déjà, de par mes formations. J'ai fait une école de commerce, enfin, j'avais quand même des bonnes bases. Il y a d'autres choses à travailler, sur, la vision du chef d'entreprise, sur le leadership, sur le management, sur, les croyances qu'on a, les croyances limitantes. Voilà, moi j'étais comme je te l'ai dit, fils d'ouvrier. Bah, quand tu es fils d'ouvrier et que tu montes des entreprises, bah, tu as tes croyances qui te limitent, tu Bien vois? sûr, En on a train tous nos voilà, voilà. croyances On a limitantes. tous encore donc tu dois travailler sur tes croyances, sur tes peurs et cetera pour avancer, avancer. Donc ouais, mon objectif actuellement, c'est vraiment de croître et de devenir une meilleure version de moi-même. Alors quand je dis une meilleure version de moi-même, c'est peut-être important de préciser, c'est pas uniquement, professionnellement. Tu vois? Je travaille sur toutes les branches de ma vie, que ça soit, famille, que ça soit, amis, que ça soit, relationnel. Chef d'entreprise, finance, je travaille vraiment sur tous les éléments pour devenir une meilleure version et l'objectif, c'est pas d'être une meilleure version pour me dire: «Waouh, je suis le meilleur», je m'en fiche de ça. C'est devenir une meilleure version toujours dans cette optique de pouvoir transmettre, accompagner, donc transmettre vis-à-vis de tes enfants, transmettre vis-à-vis de tes collaborateurs, transmettre vis-à-vis d'autres chefs d'entreprise qui sont dans le loisir aujourd'hui et je sais qu'ils souffrent parce que finalement, bah, ils arrivent pas à trouver une vie pro, perso, ils arrivent pas à avoir un week-end, ils arrivent pas à avoir leur famille et moi je me dis: «Mais je l'ai vécu ça et je sais que tu peux faire autrement». Moi aujourd'hui dans les entreprises, j'y vais une fois par mois. Donc je veux vraiment leur transmettre ces choses-là, pour qu'ils puissent eux aussi vivre sereinement de leur entreprise. Excellent, merci pour ce témoignage. Heu, Si tu avais, un conseil justement à transmettre pour terminer au petit Nicolas, qui a 18 ans, quel serait-il? Bon déjà je lui dirais, «Fais-toi confiance», c'est le premier élément. Ensuite, dans les choses que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, apprécie le chemin. Sois pas uniquement dans le fait de vouloir plus, apprécie ce que tu as déjà aujourd'hui et ça, je ne prenais pas ce temps-là d'apprécier ce que j'avais aujourd'hui. J'étais plutôt de dire: «OK, ça c'est fait, next one». Or, il faut d'abord apprécier le chemin parcouru. Il faut se féliciter en disant: «OK, bravo, c'est top ce que tu as fait» et ça, je prenais pas ce temps. Ouais et puis le chemin, même si on peut comparer, tu sais, ces youtubeurs qui ont monté l'Everest, finalement, le chemin que tu as parcouru, effectivement, fait que, bah, tu peux en être fier et tu peux avoir beaucoup de gratitude par rapport à ces étapes que tu as franchies. Tu as su te relever aussi dans des moments qui étaient quand même compliqués donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Tout ne sera pas un long fleuve tranquille et il faut savoir faire preuve de résilience et de pugnacité mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es est-ce que tu as une confiance profonde aujourd'hui en te disant: «Ce que j'ai vécu dans le temps, ça m'arrivera plus, je suis quelque part, je j'ai réussi à solidifier les choses et j'ai passé un step par rapport à ça?» Alors ça m'arrivera plus, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, il peut toujours y arriver des choses du style, d'un seul coup, il y a le covid et on me dit: «Bah, les entreprises sont fermées» et moi, les parcs de jeux, du jour au lendemain, on a dit: «C'est fermé» et j'y croyais pas. Donc tu maîtrises pas tout en tant que chef d'entreprise, donc il peut toujours y arriver des choses. Par contre, l'expérience que j'ai aujourd'hui, le mindset que j'ai et le réseau que j'ai parce que le 3e tips que je dirais au Nicolas, quand il a démarré, c'est, entoure-toi. Entoure-toi des meilleurs, que ça soit au niveau des collaborateurs, mais que ça soit au niveau de ton équipe financière, ton équipe juridique. Entoure-toi des meilleurs parce que c'est avec les meilleurs que tu vas apprendre et que tu vas vraiment pouvoir progresser et c'est hyper important de se dire savoir dire: «OK, là, j'ai besoin d'aide. OK, Henri, aide-moi, ce dossier-là, je sais pas, je sais que toi, tu vas cartonner, que tu connais, tu as l'expérience, aide-moi sur ce dossier». Eh bien, c'est très inspirant tout ça, parce que vraiment ces conseils-là sont précieux. Elles viennent de l'expérience. Alors on sait bien que parfois l'expérience ne se transmet pas, malheureusement, mais en tout cas, ceux qui écoutent peuvent se dire que, eh bien, dans les moments difficiles, au moins de retenir que dans les moments difficiles, ne pas rester seul, savoir s'entourer, faire en sorte de se dire qu'il y a des solutions et qu'il y a des personnes autour de soi qui peuvent intervenir et apporter leur aide. Donc ça, c'est très important de le souligner. Merci Nicolas pour ce moment, pour cet échange. C'était précieux. Du clash au cash, eh bien voilà, tu l'incarnes parfaitement en tout cas. Et merci en tout cas d'avoir pu transmettre tout ce que tu avais à nous transmettre pour cet épisode.
Merci Nicolas. Ouais, merci à vous et merci aussi pour justement votre état d'esprit parce qu'on ressent justement en travaillant à vos côtés que vous avez cette volonté de vouloir accompagner les chefs d'entreprise. Voilà, il y a vraiment une vraie différence en venant en travaillant avec vous, donc merci pour ce que vous faites.